On dit qu'il a prédit un tremblement de terre à Sparte. Il découvre la déclinaison du zodiaque, c'est-à-dire la correspondance entre l'axe de la Terre et l'axe du Soleil, ce qu'on appelle l'écliptique. Il mesure les distances entre les étoiles et calcule leur magnitude. Il fixe les époques des équinoxes et des solstices. Il démontre aussi que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour de son axe et que la Lune reçoit la lumière du Soleil. Bien, bonjour. Nous nous rejoignons donc pour notre 4e atelier, c'est 18 janvier 2024, et nous allons aborder, dans la suite de l'école de Millet, deux philosophes peu connus, mais qu'on a intérêt à découvrir, qui s'appellent Anaximandre et l'audace de l'illimité, qui développe le concept de l'apeiron, sur lequel on reviendra largement, et à la suite de son travail, disons un disciple qui va s'appeler Anaximène, qui lui va mettre l'accent sur l'air, le souffle, le pneuma, la psyché. Donc on expliquera aussi un petit peu. On a moins d'éléments sur Anaximène que sur Anaximandre. Et encore sur Anaximandre, on part toujours, rappelez-vous, comme tous ces philosophes présocratiques, de quelques éléments ou extraits de leur ouvrage clé qui en général s'appelle Sur la nature, mais grâce à différents doxographes, enfin disons, quelques chercheurs qui par la suite vont reproduire ces éléments ou qui avaient peut-être un peu plus de matière, et puis Aristote qui reprend tous les présocratiques avec sa propre interprétation, on a pu quand même élaborer ou essayer de s'approcher de la base de leur pensée. Donc nous ne sommes plus, comme avec Thalès, en présence de celui qui évoque un premier élément qui était l'eau, comme on avait expliqué, bien qu'il faut se rappeler que cette eau était en fait la source de vie primordiale et qui semblait inspirée du Noun égyptien. Et dans le cas d'Anaximandre, on verra que ce concept de l'apeiron a quelque chose d'un peu plus métaphysique, plus invisible. C'est comme une sorte de puissance de vie ou source de vie de tout ce qui se manifeste dans l'univers manifesté, limité, mais qui semble avoir une racine que nous appellerions divine, invisible, disons, d'un autre plan. Donc, comme le sujet est vaste et complexe, tout en étant peu connu, nous allons tourner autour. On verra que tout ça se développe avec des mondes sphériques. Il y a beaucoup de sphères dans cette affaire. Donc, je ferai plusieurs tours. Je ferai 3 tours autour de l'apeiron. Mais on va commencer déjà par présenter le peu qu'on peut présenter d'Anaximandre, disons, en tant que personne. Donc, sa biographie va être assez succincte. On donne comme date, disons, de sa vie 611 à 545 avant Jésus-Christ. Et c'est un disciple, il vit à Milet, la ville de Milet, que nous avons déjà découvert avec Thalès comme une ville très riche de la côte ionienne, riche à la fois au niveau du commerce, elle a un port très important, c'est une cité donc grecque ionienne, qui est un petit peu à son apogée. À cette période, elle fait beaucoup d'échanges avec les mondes même égyptiens, Naucratis, avec les mondes de Perse. On est dans une espèce d'accord de survie et d'échange. Ils sont aussi en bons échanges avec les Lydiens. Donc, disons, c'est un moment un petit peu particulier et très positif pour Milet. Et on verra, justement, après la mort d'Anaximène, que cet équilibre qui est toujours très précaire dans ces cités grecques, avec cet immense empire perse qui lorgne un peu sur leur richesse et leur puissance, eh bien, cet équilibre va se perdre. Donc, on peut dire qu'au bout de 3 générations, Milet sera vaincu par les Perses, rasé, et donc il ne restera pas grand-chose, bien que si certains ont l'occasion d'aller visiter ces ruines qui sont assez remarquables, il y a encore quelques restes très beaux à voir. Et c'était, il faut savoir, à l'époque, une cité très rayonnante, disons, pour l'époque. Donc, il est originaire de Milet, disciple de Thalès. Certains pensent qu'il est effectivement celui qui va continuer son œuvre, puisqu'on a vu que Thalès va être un des
fondateurs de ces écoles de philosophie, telles qu'on l'entendait à l'époque, qui étaient en fait des maîtres qui se rassemblaient autour d'eux, quelques disciples, avec lesquels ils continuaient en même temps leurs investigations et leurs connaissances, mais où chacun pouvait apporter sa propre réflexion des choses. Ce qu'on verra par la suite dans l'Académie de Platon ou dans le lycée d'Aristote. Ce n'est pas, disons, une école dans laquelle les maîtres dispensent un enseignement qui est en quelque sorte dogmatique et absolu, mais qui a plutôt une idée de source de créativité, d'échange entre les différents participants. Comme à l'époque aussi, quand nous parlons de philosophes, on ne parle pas simplement d'un théoricien des idées, un peu comme on le dirait aujourd'hui, mais c'est un ensemble de connaissances qui vont être développées par rapport, disons, aux connaissances de l'époque. Donc on va voir qu'un Anaximandre sera également géographe, mathématicien, astronome, politicien, c'est-à-dire philosophe dans un sens large. Le mot Anaximandre, dans une interprétation, Anaxmen pourrait dire les pères pensants, anax. En tout cas, la racine anax mérite quand même qu'on fasse un tout petit détour, puisque vous voyez, on a quelques philosophes grecs, Anaximandre, Anaximène, plus tard, et pas dans la même région, Anaxagore, vous avez entendu parler, il y a plusieurs anax en quelque sorte. Mais en même temps, le mot anax semble associé à une racine que l'on trouve déjà dans le monde mycénien, qui était associée à l'idée du roi, comme les basileus. Donc en fait, c'est comme une sorte de degré, semble-t-il, initiatique. Ça pouvait s'accorder ou se référer à une confrérie ou des gens qui participaient d'un certain type d'initiation, qui avait un caractère royal dans le sens que l'initiation rend l'individu maître de lui-même. C'est dans le sens qu'il y a une notion de royauté qui va s'associer et pas simplement un rapport avec la fonction royale. Et bon, ça c'est un sujet que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais sachant quand même que ce jeu ou ce groupe des anax aurait joué un rôle important, et ça c'est quand même confirmé, dans les passages qui s'est fait entre les sagesses plus anciennes, des civilisations très riches, mais qui sont déjà installées depuis longtemps dans la Méditerranée, l'Égypte, Babylone, enfin toute la Mésopotamie, Sumer, qui avaient plus une vision magique, disons, religieuse, et le développement par la suite en Grèce d'une vision philosophique, mais qui va quand même garder ses racines mystériques. Ça se verra très bien avec les courants orphiques. Et il y a quelque chose d'orphique également dans l'apeiron et la notion d'Anaximandre. Donc pour l'instant, oui, je vous laisse plus une interrogation qu'une certitude, mais voilà quelques éléments. Alors, on dit qu'il dirige une expédition des Milésiens à Apollonia, et ses compatriotes reconnaissants lui élèvent une statue qui est découverte ultérieurement. Il reste un fragment de son livre en prose sur la nature, puisqu'à l'époque, la plupart des livres ne traitent que sur le physis, la nature dont nous avons déjà un petit peu parlé, qui est en même temps la nature comme univers visible et la nature comme la force de devenir, des choses qui émergent, qui naissent, grandissent, dépérissent, etc. Mais donc il y a toute cette puissance de la vie. On lui attribue l'invention de la sphère et la confection d'une carte du monde habité. En général, c'était tous des grands astronomes, ils observaient le ciel, ils faisaient de nouvelles mesures. Il va introduire en Grèce l'usage du gnomon. Je ne sais pas si vous voyez, le gnomon, c'est une sorte de entre guillemets, comment on appelle ça, disons, ces appareils pour mesurer un petit peu l'ombre du soleil. En fait. Donc c'était, en fait, il y a un axe qu'on mettait sur une surface, et donc, selon l'heure de la journée, ça notait, disons, c'était comme un cadran solaire archaïque, donc le gnomon, qui n'est quand même pas une invention. Vous voyez, ils avaient toutes sortes de connaissances. Il découvre la déclinaison du zodiaque, c'est-à-dire la correspondance entre l'axe de la Terre et l'axe du Soleil, ce qu'on appelle l'écliptique, ce qui va marquer évidemment tous les cycles de nos saisons,
parce que justement cette déclinaison va donner l'irrégularité en quelque sorte de la lumière et la naissance des saisons telles qu'on les connaît, disons, sur la Terre. Il mesure les distances entre les étoiles et calcule leur magnitude. Il fixe les époques des équinoxes et des solstices. Vous savez que les équinoxes et les solstices sont justement ces moments dans lesquels le Soleil, justement dans les croisements de l'axe de l'écliptique et de la Terre, les moments plus extrêmes sont les solstices, où le Soleil semble s'arrêter, et quand il arrive au nord, dans le solstice d'été, c'est la position la plus haute du Soleil, il commence un petit peu à reculer. Ensuite, les solstices d'hiver, c'est à l'inverse, c'est quand il arrive à la position la plus basse, et donc c'est la célèbre nuit la plus longue et le jour le plus court, solstice d'hiver, et il commence à remonter. Et quand l'axe de l'écliptique et de l'équateur se croisent au milieu, nous avons les équinoxes. Et avant des équinoxes, c'est les moments de l'année où le jour et la nuit ont la même durée. Pour ça, ça s'appelle équinoxe. Donc déterminer ça impliquait une connaissance astronomique assez poussée. Et bon, à l'époque, il fallait les découvrir. Et ce sont les Grecs qui vont faire un énorme travail sur ce sujet. Il démontre aussi que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour de son axe. Et la Terre qui tourne autour de son axe, c'est important, puisqu'on a déjà quand même la rotondité de la Terre, bien qu'on verra que la figure qu'il va nous donner, c'est celle d'un cylindre. On verra ça tout à l'heure. Et que la Lune reçoit la lumière du Soleil. Tous ces concepts que pour nous aujourd'hui sont tout ce qu'il y a de plus naturel au niveau de l'astronomie, à l'époque, il fallait quand même, avec les moyens techniques qui étaient, disons, beaucoup moins sophistiqués, arriver à les démontrer, les éprouver. Donc, ils étaient comme ça, ces sortes de personnages philosophes de l'époque, qui étaient en même temps très actifs, disons, dans leur monde, dans leur vie, et très, comment dirais-je, très présents dans la cité. Donc en général, ils jouent un rôle politique, n'est-ce pas? Donc je vais développer quelques détails de plus sur sa vie. C'est à peu près ce qu'on sait, ce qui est déjà pas mal. Donc, oui, justement, il a fondé une colonie grecque sur la côte de la mer Noire, donc cette ville d'Apollonia dont on a parlé. Donc, vous voyez la côte de la mer Noire, il y a quand même quelques colonies grecques, dont une qui s'appelle Apollonia. Dans le mot Apollonia, nous retrouvons la racine d'Apollon, puisqu'Apollon apparaît comme le dieu qui préside toutes les fondations des cités, et on allait consulter l'oracle de Delphes pour recevoir des conseils, et souvent aussi des indications sur la constitution des cités. Donc il y a tout un côté très politique, disons, dans l'organisation et dans les oracles. Il a brillé comme astronome, géographe, mathématicien, physicien, inventeur de techniques ingénieuses, comme le célèbre gnomon, sorte de cadran qui servait à construire une horloge solaire capable de déterminer les solstices et les équinoxes. Ouais, c'est mieux expliqué. Et il semblerait qu'il s'est rendu à Sparte, non seulement qu'il a prédit les tremblements de terre, comme on a dit, vers le milieu du VIe siècle, où il prit contact avec les éphores, qui étaient en fait les grands magistrats, en fait les grands responsables politiques de Sparte, qui faisaient des recherches en astronomie et venaient développer cette branche du savoir, à Lacédémone, à Sparte. Donc en fait, il va partager ses connaissances avec le monde spartiate. Il fut le premier à dresser une carte de la surface terrestre comme du ciel étoilé, enrichissant et amplifiant les investigations et recherches technologiques de Thalès et préparant celles de son successeur dans ses travaux, les grands Hécatée de Milet. Donc un peu plus tard, il y aura quelqu'un qui est considéré comme le véritable père de la science géographique. Il affirme que le diamètre de la Terre était le triple de sa profondeur et il estime l'orbite du Soleil à 27 fois le diamètre de la Terre. Je ne sais pas quel exactement, mais en tout cas, tous ces facteurs les rendent semblables aux sages qu'on a étudiés.
qui ont un sens d'un savoir appliqué et pratique. Bon, et on va voir maintenant le cœur de notre réflexion, c'est que il va chercher l'origine, encore une fois, de cet univers, et pour cela, il va utiliser une expression plus abstraite que celle de Thalès, l'apeiron, apeiron, apeiron, apeiros. Peiros, dans peiros, vous avez la même idée que péri. Disons ce qui est un petit peu limité. La périphérie, c'est assez un contour. Donc un apeiron, c'est ce qui est illimité, indéterminé, ce qui précède la différenciation. Donc, on va faire un premier petit tour autour de l'apeiron. Ça va, vous suivez? Bon, pour l'instant, c'est assez simple. Donc, c'est dans les quelques les fragments qui nous restent de son périphyséos, c'est-à-dire sur la nature, qu'il mentionne la notion de l'apeiron. Alors, ce qu'on doit retenir en premier, c'est que l'apeiron se réfère à une réalité sous-jacente à tous les phénomènes. Réalité sous-jacente à tous les phénomènes, ce qui reste au-delà de tous les changements et variations, au-delà du temps. Donc, il y a Simplicius, qui sera un commentateur d'Aristote, qui reprend et qui dit ceci. Parmi ceux qui disent qu'il est un, mouvant et infini, Anaximandre, fils de Praxiades, un Milésien, successeur et disciple de Thalès, a dit que le principe et l'élément des êtres est l'apeiron, ayant été le premier à introduire ce nom du principe matériel. Il dit que ce n'est ni de l'eau, ni d'aucun des autres éléments, mais une autre nature distincte, indéterminée, de laquelle naissent tous les cieux et les mondes qu'ils renferment. La naissance vient aux êtres existants, de ce en quoi ils se transforment lorsqu'ils périssent, selon la nécessité, parce qu'ils se payent mutuellement la peine et la rétribution pour leur rendre justice selon l'ordre et la disposition du temps, comme le dit Anaximandre en termes quelque peu poétiques. Bon, là nous avons l'idée, il y a une entité, une sorte de source indéterminée, et nous verrons un petit peu de quelle nature elle est, parce qu'elle est en même temps matière et non matière, mais de laquelle surgissent tous les êtres. Il y a comme une sorte de tourbillon dans cet univers de l'apeiron, et progressivement, des sphères vont se former, des choses vont émerger, se manifester, elles vont rentrer dans l'existence, se développer, on verra comment se fait ce jeu de la dualité, et il y a ce contraste, il va expliquer la notion de justice et injustice. Les choses s'approchent, s'éloignent, créent des liens entre elles, et à un moment donné, justement, il y a un déséquilibre. Enfin, à cause de ce déséquilibre, elles vont naître, se développer, mourir. Et quand elles meurent, entre guillemets, elles retournent dans l'apeiron, qui est une source de vie qui, en permanence, est en train de créer de nouvelles existences. Donc c'est comme une sorte de manière d'évoquer la puissance de vie inépuisable, mais qui se manifeste à travers des mondes ou des états qui, eux, sont dans la temporalité. Donc nous sommes dans la temporalité et l'apeiron est dans la non-temporalité. Vous voyez, ce sont deux plans, un par rapport à l'autre. Alors, ce qui est curieux, n'est-ce pas, c'est que, enfin pas curieux, important parce que ça va préfigurer des choses qui seront toujours présentes dans la pensée grecque, c'est cette idée du juste, to di chaos, et de la loi, nomos, qui est présente, n'est-ce pas, toujours dans les cités, mais qui pour eux est déjà présente dans l'univers. Et il y a l'idée de nécessité, ananké, et la restitution nécessaire en cas de transgression, hybris, le tout sous un ordre régi par le temps. Bon, ce concept que pour l'instant je cite rapidement, après je vais le développer davantage à travers un autre auteur, parce qu'en fait j'ai travaillé sur 3 auteurs qui se complémentent. Donc,
retenons qu'il y a la notion du temps, tout est régi par des cycles du temps, et c'est un temps, toujours dans la pensée antique, cyclique. Ça naît, ça se développe, ça meurt et ça renaît. Nous nous sommes habitués dans la modernité à un temps linéaire. Ça commence, ça finit, on ne sait pas ce qui est avant, on ne sait pas ce qui est après, c'est un peu linéaire, oui, des petites découpes linéaires. Tandis que pour eux, tout est naturellement associé, donc il y a une racine qui en même temps récupère ce qui disparaît et qui va renaître. Et tout doit obéir à un ordre, une intelligence, donc une loi, nomos, une justice, qui est l'harmonie entre les choses, et une nécessité. Donc je reviendrai sur la nécessité, parce que l'apeiron va être le maître de la nécessité. Et quand il y a transgression au désordre, là va apparaître le mot hybris. Peut-être le mot hybris, vous le connaissez, puisque justement ce sera un petit peu la cause de toutes les chutes des humains, puisque l'hybris, c'est la démesure, c'est quand nous perdons l'essence justement de ce qui nous convient par rapport à notre réalité limitée, et quand on se prend pour plus que ce qu'on est, on transgresse l'ordre naturel des choses, on rentre à l'hybris. Évidemment, ça renforce le déséquilibre. Apeiron, c'est à partir de quoi tout se manifeste ou tout revient, mais pas d'une manière mécanique, sinon que le tout est régi par la justice, qui attribue la rétribution ou expiation en accord avec l'ordre du temps. Donc, to apeiron signifie ce qui est dépourvu des limites et qui avait servi traditionnellement à désigner des réalités illimitées, des choses, disons, qui vont au-delà de notre regard. Par exemple, la mer infinie. On dit que on peut prendre conscience de l'apeiron quand on contemple une nuit étoilée extraordinaire et on se sent infiniment petit devant l'infiniment grand. Donc, c'est en ce sens de ce que l'on contemple et on se rend compte qu'il est au-delà de toutes les limites que l'on peut percevoir ou définir. L'infini est pour Anaximandre le tout. Il n'y a pas au dehors de lui, n'est-ce pas? Mais la loi qui dispose l'expiation de la faute ou la réparation de l'injustice va justement recréer un équilibre interne. C'est un tout de profondeurs insondables dans lesquelles Anaximandre découvre des forces et mouvements opposés qui semblent être impliqués dans un mouvement unique et soumis à des lois similaires à celles qui introduisent l'ordre de la société. Donc il y a un grand tout à l'intérieur duquel, en quelque sorte, va se manifester une réalité qui elle-même a une sorte de dynamique, d'équilibre, déséquilibre, bon. Et ça donne la création des êtres vivants, dans les associations de ces êtres vivants, surtout les humains, les sociétés, etc., vont obéir aux mêmes lois. Ça, on l'a toujours vu, enfin, depuis le début de nos exposés, dans ce monde grec, les lois qui gouvernent l'univers, les Grecs qui gouvernent la cité, les lois qui gouvernent l'être humain sont les mêmes. Donc, les textes qui commentent donc Anaximandre confirment que l'apeiron est la cause de la génération et de la corruption universelle. Jusqu'à maintenant, on est d'accord. Il est doué d'une éternelle mobilité. De celle-ci procède la naissance des cieux. C'est de l'apeiron, c'est que l'apeiron est perçu par Anaximandre comme une puissance vitale pourvue en tant que telle d'une énergie motrice qui n'est autre que la projection dans l'univers de l'expérience obscure que l'homme archaïque a de lui-même en tant qu'être doué de vie et de mouvement. Bon, là, cet auteur va expliquer que c'est à partir de l'expérience vitale vécue par l'être humain qu'il va un petit peu déduire la puissance dans l'univers vital de l'apeiron. Alors, si la puissance vitale de l'homme est bornée, limitée, la puissance vitale universelle est sans lien et sans borne. Donc, une nature unique dépourvue de limites qui l'insère quant à la forme et quant à la grandeur. Donc, on est vraiment dans l'au-delà, n'est-ce pas, de tout ce qu'on peut connaître.
De plus, la puissance vitale de l'homme est également liée et bornée par le temps, tu vois, tandis que la puissance vitale universelle est appelée par Anaximandre un aion apeiros, un principe de vie, un fluide organique, un temps qui n'a pas de limite. Donc on va maintenant voir toute la relation avec le temps primordial. Parce que aion, vous savez que les aion, on le voit souvent représenté dans la tradition un petit peu mitraïque et autres, n'est-ce pas, comme la représentation d'un personnage, une sorte d'homme à tête de lion, avec un serpent qui l'entoure tout le corps, tous les zodiaques autour, qui représente un petit peu l'énergie du temps universel, une sorte de chronos primordial, aion, etc. Mais c'est vraiment la puissance du temps. C'est un fluide organique, un temps qui n'a pas de limite. Donc, il y a toute une signification biologique de l'apeiron, puisque la naissance et la mort sont réglées par lui, et que tous les autres processus d'alternance qui se découvrent dans le monde sont interprétés en fonction de la même genèse et la même Torah, c'est-à-dire la naissance et la mort. S'il est vrai que l'apeiron est la puissance vitale cosmique qui imprime sa loi à tous les phénomènes, il ne peut être ici question des éléments historiques, enfin, mais en fait, c'est toute la puissance considérée comme divine et sacrée. Bon, alors. Et là, il va parler un petit peu de la notion de la courbe. Dans la vie sacrée, c'est différent, disons, de notre vie un petit peu terrestre, où tout est un peu linéaire, marqué comme des petites encoches qui séparent un espace-temps. Si notre vie revêt la forme d'une ligne droite, la vie sacrée présente celle d'une circonférence. On revient à ce que j'expliquais au départ. Et le temps sacré est un temps cyclique, souvent représenté l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. On parlait tout à l'heure des vieux symboles celtes, on est toujours... On a vu des églises romanes avec sur le portail, enfin, sur la porte, on a des serpents enroulés, deux serpents, et chacun finit avec une tête comme des chiens, et chacun mord la queue de l'autre. Une association serpent, chien, cycle, et ils se croisent, ils sont toujours un peu comme les caducées. Pardon. La vie sacrée ne connaît ni commencement ni fin, mais elle tend à la continuité au moyen de la puissance. Naissance et mort vont de pair. Souvent, les rites célébrés lors de la naissance sont exactement les mêmes que les usages mortuaires. Dans toute société traditionnelle, quand on meurt, on prépare le mort pour sa renaissance dans l'au-delà. On va trouver depuis la plus haute antiquité des coquillages, des peintures en rouge, des aliments, parfois des postures fœtales, n'est-ce pas? Donc tout ce qui va évoquer la notion de renaissance, toujours en train de participer d'une vie ininterrompue. La mort n'est donc pas un fait, mais un état différencié de celui de la vie. Le défunt est quelqu'un qui est présent. Il est même puissant, plus puissant que le vivant, selon Plutarque. Dans la dimension du mythe, la vie est un cycle perpétuel où la naissance engendre la mort et la mort la naissance. À l'arrière-plan de cette vision mythique de la vie et de la mort, cyclique, dont l'apeiron d'Anaximandre est le régulateur, se profile avec netteté la figure archaïque de la terre-mère, dont Déméter et Corée sont les figures, déesse de la vie qui est mort, déesse de la mort qui est vie. Il faut que les grands défraiements meurent en terre pour qu'ils portent des fruits. Donc, vous vous souvenez, le mystère de l'Eusis, si important en Grèce, où Déméter, Corée ou Perséphone, avec la graine, la fille qui est enlevée par Hadès et qui renaît, va évoquer ce cycle en permanence de rénovation de la vie. C'est sur cet archétype de la Genèse et de la Phtora qu'Anaximandre a fondé toute sa théorie du mouvement circulaire. Pour ça, tout est un mouvement circulaire dans l'univers. Vous voyez, les sphères qui se forment, etc.
Bon, un autre auteur qui va citer l'œuvre va dire « De l'apparence se sont détachés à l'origine de l'univers où nous sommes, les chauds et les froids, et qu'une sphère de flammes en est née qui se développa autour de l'air encerclant la terre comme l'écorce autour d'un arbre. Lorsque cette sphère eut été déchirée et enfermée en certains anneaux, le soleil, la lune et les astres naquirent. » On l'a expliqué tout à l'heure. L'énergie vitale de l'apéron, qui n'est pas liée ou encerclée, mais qui lie et encercle, ne pouvait autrement engendrer l'univers qu'en forme de sphère. L'œuf cosmique, on est toujours dans l'image de l'œuf cosmique, et en imprimant à la masse émanée de lui un mouvement rotatoire. Anaximandre est donc marqué par l'image du cycle vital. Il attribue une forme sphérique au monde issu de l'apéron. Le soleil, la lune, les astres forment 3 roues de feu, séparées du feu qui encercle le monde et entourées d'air au-dedans et au-dehors. Ces roues sont percées des vents qui leur permettent de respirer et par lesquels nous apercevons les corps célestes. On répète ce qu'on a dit. C'est par l'obstruction des évents que s'expliquent les éclipses. Un mouvement circulaire éternel entraîne les anneaux autour de la Terre qui est elle-même cylindrique. Bon, là, je reprends un petit concept qu'on a déjà vu. Pardon. Alors, à un moment donné, on a pensé sur les mondes innombrables. Je vous ai dit qu'il parlait certains, est-ce qu'il y avait des mondes innombrables? En fait, ces cosmoi apeiroi sont simplement les mondes non liés, non encerclés, que l'apéron contient à l'état virtuel. Donc, en lui, il y a une infinitude de mondes potentiels, mais qui ne sont pas encore développés. Chaque fois qu'un monde naît, il est affligé d'une limite circulaire pérasse. C'est un peu comme la périphérie, tout ce qui est péri, autour de, limité, péri, pérasse. Mais à sa mort, il retourne comme tous les êtres à l'apeiron dont il est issu et reprend sa caractéristique originelle d'apeiron, de monde dépourvu de limites circulaires. Comme le destin de chaque monde est de naître, de périr pour faire place à notre monde qui naîtra et périra, et ainsi de suite à l'infini, à partir de l'apeiron éternel et insénescible, c'est-à-dire qui ne vieillit pas, insénescible, il nous paraît évident, bon bref, qu'il faut rester sur cette idée que ce sont des mondes qui se succèdent, qui sont à l'état potentiel, et pas qu'il y a plusieurs mondes en même temps. Ça, je l'avais un petit peu cité avant. Il faut que les mondes qui apparaissent et disparaissent dans le temps soient successifs. Donc on peut se représenter le rapport de l'apeiron au péras, donc apeiron au péras, apeiron péras, du non lié au lié, du non lié au lié, du non encerclé à l'encerclé, comme relation d'un univers sacré à son principe divin. Donc l'univers sacré, c'est cet univers circulaire lié, limité, dans lequel toutes les choses se manifestent sous forme de sphères diverses. Et l'apeiron, lui, il est le principe divin qui est la racine de ça. Donc l'apeiron est divin selon Anaximandre. Donc tous ces mondes qui dorment dans l'apeiron sont également divins. Quant au monde réellement existant, où nous habitons, inclus en sa limite circulaire et animé d'un double mouvement cyclique de translation et des naissances suivies des morts suivies des renaissances que l'apeiron lui impose, il participe au caractère divin de son origine. Voilà pourquoi cet univers participe du caractère divin de l'origine qui est l'apeiron. Toutes ces choses divines se meuvent toujours d'une façon continue, la lune, le soleil, les astres, le ciel tout entier. Donc vous voyez, on voit toute la dynamique de l'espace, du ciel. Donc en même temps, le côté de translation, tout est en mouvement. Et à un moment donné, il y a passage d'un monde à l'autre. Donc il y a en même temps l'espace organisé selon ce mouvement circulaire et le temps, puisqu'à la fin des temps, entre guillemets,
les entités vont passer d'un état à l'autre, naissance, mort et transformation. Bon. Donc, les mouvements éternels de l'apéron divin se communiquent au monde qui en émane. Celui-ci limite doublement par sa course circulaire infinie et par l'infinité de ses morts et ses renaissances successives qui forment cercle. Voyez, donc, ce qu'on a expliqué. On a la course circulaire infinie de tous ces êtres dans l'univers, et en même temps, il y a une infinité de morts et de renaissances qui permettent de régénérer les processus. D'autre part, l'apéron qui enveloppe le monde joue le rôle de forme, et le monde qui est enveloppé par lui joue le rôle de matière. Forme dans le sens aristotélicien du modèle. Donc c'est le modèle, c'est l'idée. Et l'apéron, et la concrétisation, c'est l'univers manifesté. Celle-ci participe à cela et en reçoit le caractère sacré. Tous les fragments d'Anaximandre s'éclairent alors sans qu'il reste en lui la moindre obscurité. Ah, merci beaucoup. À partir de l'apéron, les mondes et les êtres qu'il renferme surgissent, qui naissent et qui meurent, sortant de leurs principes et y retournant selon l'inflexible nécessité. Et on va revenir à la nécessité. Cette nécessité, c'est l'apéron lui-même, en tant qu'il encercle le monde de son contenu. L'apéron donne la vie au monde, mais parce que le monde est encerclé, parce qu'il n'est pas l'apéron, parce qu'il n'en est que le dérivé, il ne peut que reproduire son archétype. Il sera donc encerclé tout en imitant les non-encerclés, par son mouvement céleste et par son alternance de vie et de mort. Ah, ça c'est très beau. Donc vous voyez, donc nous sommes dans un monde, entre guillemets, qui émane de cette racine intemporelle, quelque sorte parfaite et incorruptible. Mais quand nous rentrons dans ce monde de manifestation, il y aura corruptibilité. Mais en même temps, il y aura imitation du modèle. On reste attaché au modèle. Et on reste attaché comment? Par ces mouvements circulaires, et tous les êtres, toutes les sphères célestes, etc. Donc là, il y a l'intuition de cet univers avec tous les corps célestes qui sont dans ce mouvement permanent de cyclicité, et en même temps, ce processus de naissance et de mort qui lui-même est aussi une autre forme de cette cyclicité. Donc, l'apéron, l'apéron l'enveloppe et le gouverne. Alors, le rôle de l'apéron, il enveloppe tout ce qui va se développer et le gouverne. Donc, il donne la direction, on verra ça. Donc, dira Aristote citant Anaximandre. Il empêche d'être apéron à son tour, mais il le pilote de telle sorte qu'il communique l'image de ce qu'il est. Le monde est donc le reflet de son principe. Le monde est le reflet de son principe, ce principe étant l'apéron. Il renvoie à son principe, ou plus exactement, il est renvoyé à son principe par son principe même. L'emploi du verbe gouverner suggère non seulement un simple mouvement, mais une direction consciente. Quand on gouverne quelque chose, on lui donne une direction, on va vers quelque part. Donc on ne laisse pas les choses, disons, aller de n'importe quelle manière. L'apéron impose à l'univers les jours d'une nécessité implacable. Dans l'hymne homérique, le cercle de l'océan est décrit comme l'aspect d'une ceinture qui enserre la divinité cosmique. C'est le vinculum terrarum oceanus, dont se souvient Sénèque. Du sens des liens qui fait le tour des choses, au sens de la nécessité, la transition est aisée. Les pythagoriciens exprimeront la même idée en disant que la nécessité gît autour du monde. Oui. Il y a quelque chose qui entoure, qui est cette célèbre nécessité, un anké. Ils empruntent du reste, eux aussi, aux orphiques. C'est très probablement un héritage des vieilles conceptions européennes du lieu qui lie. Il y avait un trait-dieu
très vieux dieux qu'on trouve, disons, Varuna ou Mitra, n'est-ce pas? Donc, le dieu céleste du monde indo-européen sont des lieux qui ils ont un lien, ils lient les choses, oui. Ils attachent, ils communiquent. Il résulte de là que l'Apeiron introduit la nécessité dans l'univers afin que l'univers lui soit consonant, afin que l'univers lui soit consonant, sans lui être identique. Donc, c'est comme dire, il a une correspondance, il résonne avec. Il n'est pas identique, parce que si c'était identique, ce serait l'Apeiron. Mais il ne peut pas être l'Apeiron. Il n'a pas les qualités pour être l'Apeiron. Mais il peut être quand même vivre en relation avec cela. Composé d'Apeiron et de Péras, il réalise, selon le vœu du Zeus orphique, l'unité dans la multiplicité, mais à la condition que la multiplicité soit radicalement soumise à la nécessité. Wow. C'est précisément ce qu'affirme la fin du fragment d'Anaximandre. Les mondes et les êtres qui les composent, alors, se donnent mutuellement justice et punition. Voilà. Là, on va revenir sur ce thème. Je me rappelle que quand j'ai commencé à étudier les textes en question, cette histoire de justice et injustice, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et ces petits textes-là vont nous donner une toute petite voie de sortie pour comprendre un peu mieux, parce que c'est un thème important. Donc, les mondes et les êtres qui les composent se donnent mutuellement justice et punition de l'injustice qu'ils commettent, et ce processus se déroule selon l'ordre du temps. Une riche substance mythique apparaît. La justice dont il est question semble bien signifier, par rapport à l'opposition, la récompense. Chez Hérodote, il signifie... Donc, Hésiode parle de la justice comme d'un principe de rétribution qui comble de ses bienfaits, richesse et prospérité à l'homme juste. Si cette interprétation est exacte, ce passage devient intelligible. Conformément au grand cycle de la mort et de la renaissance, les êtres qui composent l'univers et l'univers avec eux sortent de l'Apeiron et y rentrent perpétuellement. Là, je pense que ça commence à traverser les couches. Anaximandre explique ensuite comment s'opère ce processus évolutif et révolutif. Entraînés par un mouvement nécessaire, ils sont d'abord peu nombreux. Les paires de dualité au départ, vous vous souvenez, on passait par les cribles, le chaud et le froid, la sphère des flammes et la terre entourée d'air. Puis, par différenciation successive, apparaît la multiplicité des êtres que nous connaissons. À chaque étape, tous les êtres qui surgissent dans l'existence sont liés, limités, inclus dans un cycle, puisqu'ils se détachent de plus en plus de l'Apeiron et vont de plus en plus vers les Péras. Donc, ils vont être de plus en plus découpés, limités, rentrer en relation les uns avec les autres. On s'éloigne du sommet de la pyramide qui était l'Apeiron et on descend vers les Péras. Alors, d'où chacun d'eux tire-t-il donc son lien, sa limite, son cycle? Qu'est-ce qui va l'attacher dans tout ça? Ce ne peut être que de l'autre des autres. C'est par le fait qu'on est constamment en rapport avec d'autres qui ont d'autres caractéristiques qu'on va commencer à être limité. Vous voyez, on va porter sa force, on va être privé de certaines choses. Nous sommes dans un permanent jeu de relations. Et les hindous nous parleraient de guna, n'est-ce pas? Rajas, sattvas, tamas, et toute la relation des uns avec les autres. Aristote le dit en parlant d'Anaximandre. Tout ce qui est limité est inévitablement limité par rapport à quelque chose d'autre. Si le chaud était seul, il serait l'Apeiron. S'il y avait seulement le chaud, il n'y aurait pas de contraire, hop, il serait dans l'unité. Mais, comme il a pour antagoniste le froid, tous deux s'envahissent l'un et l'autre et se limitent réciproquement dans l'injustice mutuelle qu'ils commettent, l'un par rapport à l'autre. Chacun donne ainsi une récompense, puisque tous deux se donnent une partie de leur être. Donc, la récompense, c'est que chacun donne quelque chose à l'autre. L'injustice, c'est que quand même, en même temps, on les dépouille.
Donc, mais chacun aussi donne une punition, puisqu'il est dépouillé par l'autre de quelque chose de soi-même. Il ne s'agit pas d'une loi du talion, d'une sorte de violence qu'ils font les uns aux autres. Non, il s'agit, doit dire cet auteur, de l'éthique du don, dans le sens ancien. L'éthique du don, telle qu'était pratiquée par les primitifs. Don et contre-don. Vous voyez, on est constamment en train d'échanger quelque chose. Donner, c'est se mettre en rapport avec quelqu'un, c'est participer à une deuxième personne au moyen d'un objet qui, à proprement parler, n'est pas un objet, mais partie, morceau de moi. Je donne quelque chose de moi. Donc c'est ça l'idée du don. Par le don, le donateur est au pouvoir du donateur. Non, le donateur est au pouvoir du donateur. Le don reçu lie. En même temps, celui qui donne apporte quelque chose, mais celui qui a reçu reste lié par le don. Vous voyez, donc on est constamment en train de tisser des liens. C'est subtil. Hein? Donc, imaginons si on pouvait voir, vous voyez, on parle, on échange, si on devrait dessiner ça comme si c'était des araignées, on serait en train de tisser plein de petites fils qu'on ne voit pas. Mais on fait plein de chemins des uns par rapport aux autres. Donc, pour les pythagoriciens, les âmes qui n'ont pas quitté leurs dettes, leurs péchés sont liés. Bon, si nous parlons de la pensée hindoue, bien sûr, la loi du karma, c'est vraiment par excellence la loi du lien, n'est-ce pas, inexorable entre tous les êtres. Dès lors, chaque opposé lie l'autre opposé. La nécessité fait corps avec l'univers, dont elle articule les éléments les uns aux autres. Il se crée une communion entre les êtres grâce au don, forme archaïque de l'échange. Et cette relation est sacrée parce qu'elle provient du lien originel que l'apérion impose à l'ensemble. Wow. Donc il y a quand même une sorte de lien d'origine qui est cette espèce de matrice première qu'est l'apéron, de laquelle surgissent toutes les choses. Donc le premier don, c'est quand même celui qui fait l'apéron, quand il fait surgir toute la manifestation à partir, disons, de lui-même quand même. Donc, mais en même temps, chaque opposé communique à l'autre sa substance propre, étant... Attendez, je perds ma ligne. Mais chaque opposé communique à l'autre sa substance propre, étant à détruire la substance même de l'autre. Les éléments constitutifs du monde se lient nécessairement les uns aux autres, et il arrive un moment où le lien nécessaire noué par le don et l'échange se dénoue par excès du don et de l'échange. Donc à un moment donné, on peut arriver à l'excès. Un peu ça va, c'est comme un verre ça va, trois c'est trop. Non, il y a des excès. On donne un peu, on échange, on a un certain équilibre, mais à un moment donné, si cette force est excessive, on va créer un déséquilibre, donc quelque chose qui ne va plus fonctionner correctement. Les processus évolutifs se renversent alors selon l'ordre du temps qui est, nous l'avons vu, dans l'archétype de l'océan, dont le cours circulaire enveloppe l'univers en ordre cyclique. Il devient un processus de régression vers l'apérion. On est arrivé à un excès, donc curieusement, à partir de cet excès, le mouvement de retour se met en place. Donc tu vois, on est vraiment dans le phénomène du temps. Il devient un processus de régression vers l'apéron, aussi fortement régi par la nécessité que le premier. Le gouvernement du monde par l'apéron ne cesse pas un instant, mais sa direction s'inverse. Le pilote qui tient le gouvernail change de cap. Donc le capitaine allait dans un sens. Bon voilà, on est arrivé jusqu'à la limite de quelque chose. Il est temps de revenir. Donc le bateau va changer de cap. Le retour n'est pas moins soumis à une orientation consciente que l'aller de la part de l'apéron divin qui règle les mouvements éternels de l'univers selon des lois nécessaires. Bon, nous nous trouvons face à une vision justement très orphique. Chaque être humain est lié par les démiurges divins qui fixent à chacun son sort selon son dû sur la roue du destin et de la naissance,
dont il est impossible de se délivrer selon Orphée, au moins que le Dieu ne les permette. L'initié au mystère échange les cycles pour la couronne. Alors là, il y a quelque chose de magnifique, mais je ne vais pas trop le développer pour le moment, parce que c'est toute l'idée qu'on peut sortir du cercle de la nécessité par l'initiation. On va remplacer ce cycle par la couronne, qui va représenter un autre type de cycle, la maîtrise intérieure. L'image circulaire et cyclique des différents états de la physis, des cieux et des astres de la Terre, en dérive directement. Les oppositions immanentes à l'un se dégagent de l'un. Bon, donc il y a tout ce jeu. Tout vient de l'un et tout y retourne. Ils sont dans cette idée. Les rapports des trois roues du Soleil, de la Lune et des étoiles à la Terre, selon des distances de 27, 18 et 9 fois plus grandes que le diamètre du cylindre terrestre, manifestent éloquemment l'influence des cosmogonies primitives.